Ce diaporama a été enregistré pour la réunion coup de pouce du 25 avril à Rostronin. Un petit préambule important pour le bon déroulement de la soirée. La démarche scientifique qui nous intéresse dans cette expérimentation ne se préoccupe que de matière. La démarche scientifique explique comment le vivant et l'environnement fonctionnent, et c'est une façon de comprendre la réalité qu'on ne va pas juger ici. Ça n'est pas du tout l'objet de la soirée. L'objectif, c'est de présenter comment cette compréhension scientifique de notre réalité peut se traduire de façon tout à fait concrète. Et nous avons donc choisi un projet agricole qui se base sur ce modèle scientifique. Cette présentation dure environ 40 minutes. Dans une première partie, nous allons reprendre les grandes lignes et les conclusions de cette démarche scientifique. Nous présenterons ensuite l'expérience concrète de production agricole qui découle de ce modèle scientifique, une expérience menée localement. Et enfin, nous extrapolerons le passage de cette production agricole nourricière à une production agricole nourricière et industrielle. Industrielle au sens où on va produire aussi des matériaux et de l'énergie. Nous ferons le constat que les compétences nécessaires à cette façon de produire sont principalement développées par la société civile, par des investissements citoyens directs. Des investissements financiers, mais aussi en termes d'acquisition de compétences, d'expérimentation. Dans le temps d'échange qui suivra, nous pourrons aussi tenter de répondre à cette question. Le potentiel productif de cette ferme nourricière et industrielle, le potentiel de qualité environnementale de cette production par aggradation du commun, les évolutions d'organisation sociétale qui en découlent, ne mériteraient-ils pas d'être explorés collectivement? Comment et avec quels moyens? Donc, première partie, le vivant. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On ne sait pas trop, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Mais avec notre intelligence, nos 5 sens, notre intuition et un travail rigoureux, obéissant à la démarche scientifique, on est arrivé à la conclusion que la matière était constituée d'un petit nombre d'éléments. Les différentes matières présentes dans notre entourage sont formées de ces éléments assemblés dans des proportions différentes. En particulier, la matière vivante animée est assemblée à partir de la matière minérale inerte, et l'énergie de cet assemblage est fournie par le Soleil. Si on regarde un peu plus dans le détail, ça donne quelque chose comme ça. La matière vivante s'assemble à partir de la matière minérale dans le sol. Le carbone minéral de l'air, que l'on trouve sous forme de gaz carbonique, est transformé en carbone du vivant au niveau des feuilles, des parties vertes des végétaux. Cette transformation se fait grâce à l'énergie du soleil. Ces chaînes carbonées du vivant sont ensuite transportées par la sève jusqu'aux racines et sont libérées dans le sol. Les chaînes carbonées sont utilisées par les bactéries du sol pour prélever l'azote minéral de l'air et en faire un azote hydrogéné, un azote utilisable par le vivant. Ces chaînes carbonées sont aussi utilisées par les champignons qui vont chercher les minéraux dans le sol et dans le sous-sol pour les ramener en zone d'assemblage. Dans notre zone géographique, cet assemblage se fait dans les 20 premiers centimètres de sol. Dans la chaîne alimentaire, ensuite, la matière vivante s'accumule dans l'ensemble du vivant terrestre. Dans nos zones tempérées, c'est ainsi que le modèle scientifique explique la fabrication de la matière vivante. On retrouve, avec des variantes, ces mêmes mécanismes de base partout sur Terre, en zone désertique, où l'eau douce est moins disponible, comme en zone aquatique, d'eau douce ou d'eau salée. La démarche scientifique nous propose une approche de la notion de commun. Ce mécanisme d'assemblage de la matière vivante et les conditions de son bon fonctionnement sont le commun matériel de base à l'ensemble des humains, à l'ensemble du vivant. En milieu terrestre, l'atmosphère, l'eau douce,
le sol, avec une mention spéciale pour les 20 premiers centimètres, ainsi que les végétaux, les bactéries du sol et les champignons, sont à la base de cette production de la matière vivante. Et cet ensemble, pour bien fonctionner, nécessite des conditions environnementales stables et de qualité. L'atmosphère joue un rôle particulier pour la stabilité environnementale. L'atmosphère se compose à 99,9% de gaz très stables, incapables d'emmagasiner de l'énergie, principalement de l'azote et de l'oxygène. Une infime partie de l'atmosphère, 0,1%, est composée de gaz hétérogènes. Chacun de ces gaz hétérogènes est composé de plusieurs éléments différents, aux liaisons moins fortes, moins stables et plus sensibles aux variations d'énergie. Cette infime partie de l'atmosphère, c'est 0,1% de gaz hétérogènes, absorbe une partie du rayonnement solaire et de la chaleur émise par la Terre et ainsi régule la part d'énergie restant à réchauffer la planète. Ces 0,1% de gaz hétérogènes sont composés à 70% d'eau et à 28% de gaz carbonique. Concernant les variations de l'eau atmosphérique, le mécanisme est simple. L'eau atmosphérique augmente par évaporation quand la planète se réchauffe et diminue par condensation quand la température baisse. Concernant les variations du carbone atmosphérique, les explications scientifiques font intervenir le volcanisme et le fonctionnement du vivant. Il est évident que les conclusions scientifiques concernant l'influence du vivant sur la composition atmosphérique en gaz carbonique ne sont valables qu'en dehors de perturbations planétaires extrêmes. Si le Soleil s'arrête de briller, si une météorite géante percute la Terre, si la Terre entre dans une période volcanique hyperactive, si nos grands chefs d'État et nos grands accumulateurs planétaires estiment que nos différends et leurs intérêts nécessitent une guerre nucléaire plus ou moins totale, cette régulation sera complètement insuffisante. Par contre, en période planétaire relativement stable, comme celle que nous avons la chance de vivre actuellement, la démarche scientifique nous explique que, à cause de l'eau atmosphérique qui suit et amplifie les effets du carbone atmosphérique, la concentration en gaz carbonique de l'atmosphère pilote la part d'énergie solaire restant réchauffer la Terre. La démarche scientifique nous explique aussi que le vivant est un facteur efficace de régulation du carbone atmosphérique car le stock de carbone dans la matière vivante et le stock de carbone dans l'atmosphère sont de taille comparable et les échanges entre ces stocks-là sont intenses et rapides de l'ordre de l'année. Ces échanges se font par le mécanisme d'assemblage dont on a parlé tout à l'heure, le stockage du carbone dans le vivant, par le retour à l'état minéral après la mort et par la respiration. Donc, son action sur le carbone atmosphérique, le vivant régule la quantité d'énergie restant réchauffer la Terre et ainsi les conditions environnementales. Par son action sur le sol, le vivant améliore également l'efficacité de son propre assemblage. L'accumulation de l'humus augmente la rétention d'eau douce, la croissance végétale, la résistance aux maladies, la résistance aux sécheresses et aux inondations, au ruissellement et au lessivage. Et donc, plus le commun fonctionne, plus le vivant augmente, et plus le vivant augmente, plus le commun fonctionne. On est dans un cercle d'efficacité de la fabrication de la matière vivante. Avant de continuer, je voudrais revenir sur cette notion de commun là que nous propose la démarche scientifique. Il s'agit avant tout d'une méthode de production, de la méthode planétaire de production de la matière vivante. De cette production de matière vivante dépend la survie et le quotidien de l'ensemble du vivant, y compris des humains.
Si les sols vivants disparaissent, la matière vivante n'est plus fabriquée, la chaîne alimentaire n'est plus approvisionnée, l'ensemble du vivant est affamé et le vivant, dont les humains, se raréfie. Le vivant terrestre s'amenuise à la vitesse de la disparition des sols et de la vie dans les sols. En 2019, nous raisonnions sur 28 millions d'hectares de champs et de prairies en France. Aujourd'hui, nous raisonnons sur 25 millions d'hectares. Les sols agricoles diminuent, entre autres par bétonisation. Et sur les 25 millions d'hectares de terres agricoles dont nous disposons, 18 millions sont soumis à la charrue et aux pesticides. Le pourcentage de terres agricoles soumis à la charrue et aux pesticides, avec de grosses perturbations des 20 premiers centimètres de sol, augmente régulièrement par disparition de l'élevage sur prairie. Cette notion de commun est primordiale dans la démarche expérimentale du collectif du coup de pouce. Nous utilisons cette méthode de production de la matière vivante sur les terres cultivées et les bénéfices collatéraux qui en découlent en termes de qualité environnementale et de santé globale sont tels qu'il devient raisonnable et logique de racheter une dernière fois la terre agricole, de sortir la terre agricole de la zone marchande et de la mettre à disposition de paysans, paysannes qui travaillent par aggradation du vivant dans les sols cultivés. Ce qui nous amène donc au modèle de production en zone sauvage. Beaucoup de végétal, quelques girafes et quelques oiseaux et quelques lions aussi, cachés dans la forêt, là, en train de dormir, ou en train d'échafauder des plans pour choper le girafon, et énormément de vie dans le sol, beaucoup plus que ce que l'on voit en surface. Dans le modèle sauvage, le carbone et l'azote sont pris dans l'atmosphère, les minéraux sont pris dans le sous-sol, et l'énergie de l'assemblage est solaire. C'est végétal à 99% et animal à 1%. Et l'animal, globalement, est au service du végétal. Pipi, caca, corps en décomposition gardent l'eau douce dans la zone d'assemblage et fournissent aux végétaux des éléments plus directement, plus facilement et rapidement utilisables que les éléments minéraux de base. Dans le modèle sauvage, il y a donc une accumulation de matière vivante dans les 20 premiers centimètres de sol, et la diversité des formes de vie est à la fois le résultat et la condition du bon fonctionnement du modèle sauvage. Le modèle sauvage, c'est très très joli, mais pas que, parce que dans certaines conditions environnementales, la production est énorme. Tu prends un talus dans nos contrées bretonnes, bien exposé au soleil, abrité des vents dominants et froids de l'hiver, avec un peu d'eau qui serpente à son pied. Eh bien, chaque année, sur ce talus, on a une production en matière sèche nettement plus importante que dans n'importe quel champ de blé ou de maïs en monoculture. Et la dépendance de cette production est limitée au soleil. Zéro intervention humaine, zéro machine, zéro produit. On a un truc qui fonctionne tout seul. Et ce modèle sauvage, si on le laisse évoluer dans nos contrées tempérées, on arrive à la forêt, et ça, c'est plutôt sympa. Après, nous, on aime bien aussi manger des bonnes choses. On a besoin de se loger, de se chauffer. Donc, on a besoin de nourriture, d'énergie, de matériaux qu'on ne va pas trouver facilement ni en abondance dans cette forêt, ce qui nous amène à l'agriculture et à l'industrie. Globalement, ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est faire venir les bûcherons, utiliser les troncs, brûler le reste, faire venir les tractopelles et les bulldozers pour arracher les souches, et ensuite faire venir les tracteurs avec la charrue pour remuer tout ça, quelques herbicides pour finir de calmer ce vivant là qui ne demande qu'à repartir, et enfin pouvoir mettre nos affaires en culture de la façon la plus productive et la plus facile possible. Globalement,
Avec cette façon de faire, on arrive à la société actuelle avec son modèle agricole et son modèle industriel. Et la question qu'on pourrait se poser, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, tout ça, qu'on a une approche un peu différente et peut-être un peu plus précise, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible, vu l'importance du commun pour la qualité environnementale, de produire ce dont on a besoin, non pas sur les bases d'une destruction de ce mécanisme de fabrication du vivant, mais sur une base de sa domestication, de son utilisation, de son optimisation sur les terres que l'on va cultiver. Donc on va faire venir les bûcherons, on va faire venir les bulldozers, mais après on va essayer de rester à un stade où le vivant dans le sol est pléthorique, tout en orientant vers des productions qui nous intéressent. Cette agriculture existe, on l'appelle agroécologie. C'est un terme qui est utilisé aujourd'hui un peu à toutes les sauces. Si on essaye de préciser une définition de l'agriculture écologique ou agroécologie, ça donne l'agriculture, c'est produire à partir du sol et du soleil. L'écologie, ça n'est pas un gros mot. L'écologie, c'est l'étude des relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Si tu combines les deux, ça donne l'agriculture écologique ou agroécologie, produire à partir du sol et du soleil en respectant, domestiquant, optimisant même les relations des êtres vivants entre eux et avec leur environnement. L'agriculture écologique. L'agriculture écologique, c'est donc une domestication, une optimisation du modèle sauvage. Du coup, le métier de paysan qui ne lutte plus contre la concurrence végétale dans ses champs, qui ne cherche plus à détruire le sauvage, qui cherche à organiser la concurrence, qui cherche à copier le sauvage, en est modifié, simplifié, renouvelé, peut-être moins dur, moins pénible, peut-être plus attractif, et ça change tout. Ça change tout car actuellement on constate une libération massive des terres agricoles et le métier de paysan n'a pas trop le vent en poupe, en tout cas pas suffisamment pour occuper les millions d'hectares agricoles qui vont rapidement changer de main. Est-ce que par hasard, ce changement massif d'agriculteurs, agricultrices ne serait pas une opportunité à saisir pour installer une nouvelle agriculture, une nouvelle façon de produire le quotidien humain, une agriculture basée sur l'écologie? Donc, on a notre ferme en agriculture écologique qui copie le modèle sauvage, sans travail du sol, où on organise la concurrence, où l'objectif est d'améliorer le commun, d'augmenter à chaque cycle de production le vivant dans les sols cultivés. Est-ce qu'il serait possible de penser cette ferme en agriculture écologique pour la reprise des terres qui se libèrent? Ça nous donne donc des caractéristiques supplémentaires. Il nous faut une ferme de grande surface, 30 à 50 hectares, pas trop gourmande en paysans, paysannes, donc un paysan, paysanne sur 50 hectares avec le matériel adapté, optimisé. Il nous faut une ferme qui est administrativement acceptable, qui passe l'obstacle de la SAFER, qui pourrait même être prioritaire selon les critères actuels d'attribution des terres. Une ferme qui doit être rentable pour sa pérennité, pour l'attractivité du métier de paysan et une ferme solide, parce que tout ce travail d'installation de l'agriculture écologique ne doit pas être remis en cause à chaque changement de paysan ou de paysanne. Logiquement, pour cette ferme d'implantation de l'agriculture écologique, on arrive sur le modèle céréalier. Grande surface, un seul paysan, une seule paysanne, plus végétal que animal. Sur une ferme de 50 hectares, si on livre son grain à la COP, la rentabilité n'est pas atteignable. Par contre, si on lui adjoint une activité de meunerie, on a une efficacité économique plus importante et on se retrouve en plus avec des denrées utilisables en local. L'autre modèle qui est possible,
Bah, c'est le modèle d'élevage bovin extensif, tel que Katie désire le déployer sur la ferme de Tipashkos, avec des bovins à l'herbe sur des prairies naturelles. Dans ce modèle, le paysan ou la paysanne a le temps de compléter son revenu par une activité extérieure. Katie prévoit de conserver le mi-temps de salarié agricole qu'elle occupe actuellement. Dans les deux modèles, l'élevage principal et le vivant dans les 20 premiers centimètres de sol, on est bien en agriculture écologique. Dans les deux modèles, la production est sans apport extérieur, on est dans une dépendance limitée à un machinisme adapté et optimisé. L'élevage du vivant dans les 20 premiers centimètres de sol se fait soit par domestication, dans le modèle céréalier meunier, puisqu'il y a une ou deux interventions d'ensemencement par an et donc une orientation de la production végétale, soit naturellement par le pâturage sans trop de bovins. Katie prévoit 15 mères et leurs suites sur les 40 hectares. Soit par domestication, soit naturellement, l'élevage principal et le vivant dans les 20 premiers centimètres de sol, avec une gradation au cours du temps, au cours des cycles de production. Pour le modèle céréalier, on a notre ferme expérimentale au niveau local, au niveau du collectif du coup de pouce. Ça fait 3 ans qu'elle existe. C'est la ferme du Talus, 30 hectares, qui en est au stade de montrer sa productivité et sa rentabilité. La récolte 2025 va être transformée et la production de farine va commencer. Pour le modèle bovin extensif, on aura la ferme de Tipashkos, la future ferme de Katie, qui en est au stade de l'achat du foncier. On vous propose le samedi 17 mai une visite des fermes. Pour la ferme du Talus, la visite des champs, seigle, blé, épeautre, semés à l'automne dernier, et aussi voir les semis de printemps en cours, blé noir, lin, chanvre, moutarde. La visite du matériel de culture, à quoi ça ressemble, un matériel de culture adapté, optimisé, perfectible aussi, et visite de la meunerie. Et au niveau de la ferme de Tipashkos, vous pourrez voir les prairies, mais surtout les bâtiments, avec un beau bâtiment d'élevage dans lequel vous pourrez constater que Katie sera bien pour développer son activité, et deux bâtiments, anciens poulaillers industriels de 1000 mètres carrés et 750 mètres carrés, où il est possible d'imaginer, d'extrapoler des activités supplémentaires qui pourront se greffer sur ces fermes d'implantation de l'agriculture écologique. Donc, visite des fermes le samedi 17 mai, rendez-vous à 16 heures à Glomel. Maintenant, je vais faire une petite digression parce qu'il faut bien comprendre que s'il y a un schéma directeur global, une trame générale basée sur le commun, en fait, c'est pas mal du live quand même, toutes nos affaires là. La ferme du Talus est montée étape par étape sur les bases de la réflexion que je viens de vous exposer. Le collectif du coup de pouce s'est monté autour de la reprise de la ferme de Tipashkos, autour d'un essai d'orientation de la reprise de cette ferme. On est là dans une démarche citoyenne, dans une exploration citoyenne de quelque chose qui nous paraît important et qu'on ne voit pas trop pris en compte au niveau collectif, au niveau politique. Pour l'achat de la ferme de Tipashkos, on va créer une société civile immobilière sur le modèle de ce qui est proposé par Terre de Liens. Bon, l'idéal, ça serait que Terre de Liens s'occupe de ce projet-là, mais bah, ils sont comme nous, ce sont des bénévoles, ils sont sûrement débordés, et on attend leur réponse à nos demandes. Et donc voilà, on a décidé de se lancer en direct, et le collectif du coup de pouce aide Katie à trouver des investisseurs. Ça va demander une mobilisation citoyenne populaire. Il y a 2200 parts de 100 euros qui doivent trouver acquéreurs ou acquéreuses. Voilà. Katie a besoin de vous pour installer sa ferme. Il est important de redire que c'est un investissement, que les parts ne sont pas des dons, on peut les revendre au bout de 3 ans.
Donc la SCI sera propriétaire des terres et des bâtiments et Ketty louera les terres et les bâtiments à la SCI. Si les 2200 parts trouvent acquéreur, acquéreuse, la SCI déposera ses statuts en préfecture. La SCI aura donc des statuts copiés sur ce que propose Terre de Liens, qui fonctionne déjà dans de nombreuses fermes, et dont quelques fermes dans le secteur là. Les frais de la SCI, 4 000 euros par an, sont couverts par le loyer annuel de Ketty, 6 000 euros par an. La SCI est propriétaire des terres et des bâtiments, ce qui implique des responsabilités. Les risques sont faibles de par l'activité agricole et sont dilués du fait du grand nombre de sociétaires et de la possibilité de revendre la ferme. En cas de problème extrême, les statuts prévoient les modalités d'une dissolution et de revente de la ferme. La ferme est solide et n'est plus remise en question à chaque changement de paysan. Et il faut bien savoir aussi bien comprendre que si les 2200 parts ne trouvent pas acquéreur ou acquéreuse, bah, les chèques ne seront pas encaissés, les chèques seront détruits. Voilà, Betty pour sa ferme et le collectif du coup de pouce pour réaliser son objet officiel, qui est de favoriser un quotidien humain respectueux du vivant en participant à l'installation de fermes en agriculture écologique, ont besoin de vous pour réaliser cet achat collectif de la ferme de Tipage Cause. Bonjour à toutes et à tous, je suis Ketty, maman de 2 enfants. Je suis salariée agricole dans une ferme locale et aujourd'hui je viens vous parler d'un projet qui me tient profondément à cœur. La reprise d'une ferme pour y développer une production de viande bovine écologique, durable et respectueuse du vivant. Le bâtiment principal que vous voyez ici est le cœur de ce projet. C'est un lieu plein de potentiel, mais pour le faire renaître, j'ai besoin de vous. Car malheureusement, les banques ne me suivent pas, faute de fonds suffisants selon leurs critères. C'est pourquoi le collectif du coup de pouce m'aide dans la recherche d'investisseurs pour créer une société civile immobilière, une structure qui deviendra propriétaire de la ferme dont je serai la locataire. Chacun peut y participer en achetant une ou plusieurs parts de 100 euros et ainsi devenir acteur d'un projet agricole humain et engagé. Mon objectif est clair, produire de la viande bovine de qualité avec une approche respectueuse des sols, des animaux et de l'environnement. En limitant les interventions mécaniques et les manipulations, nous laissons la nature faire son travail. Elle aère, nourrit et régénère la terre. Cela permet de réduire les coûts tout en respectant le vivant. Je suis expérimentée, je connais les vaches, je m'occupe du troupeau. Depuis mon enfance, grâce à mon père, qui avait lui une trentaine de vaches, mon rêve était de me mettre à mon compte et de faire de la vente directe. Ce projet est aussi une occasion de connaître l'origine des aliments que l'on met dans son assiette en diffusant une méthode à échelle humaine. Loin des modèles imposés par l'agriculture industrielle et les grandes surfaces. À terme, je proposerai des produits de qualité supérieure, vendus à un prix inférieur à celui de l'industriel, tout en assurant une meilleure reconnaissance du producteur. Si vous croyez comme moi qu'un autre modèle est possible, rejoignez l'aventure et ensemble, faisons vivre cette ferme et semons le changement. Merci pour votre attention. Et donc, notre troisième partie, derrière l'agriculture écologique, derrière sa productivité, derrière le renouvellement du métier de paysan et la baisse drastique des coûts de production, des changements profonds de la société, de l'organisation sociétale se dessinent. Nous avons fait un travail préliminaire de description de ces évolutions de modèle agricole et des évolutions sociétales qui l'accompagnent. Ce changement de modèle agricole dépasse de loin les moyens du collectif du coup de pouce. Il n'y a absolument rien à imposer à personne, juste peut-être des pistes à explorer de façon plus coordonnée, plus collectivement.
De toute façon, faut bien voir que ces évolutions de modèles agricoles et les conséquences sur le quotidien qui vont avec n'ont de sens que dans le cadre de choix collectifs suffisamment partagés. Il nous faut savoir si c'est quelque chose dont nous pourrions avoir envie et ce serait bien de pouvoir le décrire, le montrer, concrétiser un exemple ou deux, voilà, essayer de montrer à quoi ça pourrait ressembler. Et donc, c'est ce travail préliminaire là que nous allons vous présenter maintenant. Donc, nos fermes d'implantation de l'agriculture écologique permettent de postuler sur les terres qui se libèrent. Si on se met à l'échelle d'un territoire cohérent pour une synergie de travail entre les fermes, ça donne des territoires d'environ 300 hectares, soit environ 1 kilomètre autour d'un point fixe. Et on a 6 à 8 fermes d'implantation de l'agriculture écologique qui vont pouvoir s'organiser. Pour se rapprocher du fonctionnement autonome du modèle sauvage, plus végétal que animal, avec animal au service du végétal, nous choisissons 6 fermes sur le modèle céréalier meunier et 2 fermes sur le modèle bovin extensif. Passé le stade d'investissement, ces fermes sont rentables et stables. Dans l'idéal, la terre est mise à disposition des paysans, paysannes, en échange des bénéfices collatéraux de l'agriculture écologique à dépendance limitée au machinisme. Ces 8 fermes représentent 8 paysans, paysannes, chacune sur sa ferme, qui vont s'organiser pour trouver des synergies. Dans l'idéal, l'élevage est cantonné aux zones non cultivables et disséminé sur l'ensemble du territoire. Et les bovins passent tous les 2 à 5 ans sur les terres cultivées. Ces fermes d'implantation peuvent évoluer en fermes qu'on a appelées des fermes du quotidien matériel de base, des fermes qui produisent de la nourriture mais aussi des énergies et des matériaux. Et on va alors avoir un territoire écologique avec production du quotidien matériel de base par aggradation du vivant dans les sols et dont l'objectif de production est d'approvisionner un minimum de 3 personnes par hectare cultivé. La ferme du quotidien matériel de base s'installe par réunion des compétences low-tech et bâtiments réversibles sur les fermes en agriculture écologique. Les mouvements low-tech et bâtiments réversibles sont développés par la société civile. Ce sont des mouvements qui prennent de l'ampleur par les réponses qu'ils apportent aux problèmes sociétaux actuels et par leur efficacité productive. La low-tech, c'est tout ce qui est production d'outils, production d'énergie à partir de technologies qu'on maîtrise localement et qui ne sont pas trop impactantes au niveau des ressources. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la low-tech est très bien adaptée aux besoins de l'agriculture écologique. Et les bâtiments réversibles, c'est de l'habitat pour les gens, mais aussi des bâtiments de production pour une ferme, par exemple. Ces bâtiments ne reposent pas sur une artificialisation des sols, ils recherchent l'autonomie et ils sont fabriqués à partir de matériaux biosourcés d'origine locale. La réunion des compétences sur la ferme permet la production du nécessaire à un quotidien matériel de base humain, abondant, pérenne et de qualité. On se retrouve avec une ferme d'une quarantaine d'hectares où on produit par gradation du vivant dans les sols cultivés, où on a une dépendance limitée au machinisme et où on a un développement de l'autonomie pour le quotidien. La production du quotidien matériel de base devient au moins aussi importante, voire dans le temps de l'installation prioritaire par rapport à une production financière. Ça se met en place par multiplication des postes de travail, paysans et non paysans, par multiplication des ateliers de production, scierie, atelier bois, atelier métal, atelier mécanique, production d'énergie, multiplication des postes de production de nourriture,
maraîchage, fruits, volailles, abeilles, et tout ce qui est transformation, farine, jus, fermentation, lait, etc. Sur une ferme céréalière, on a un paysan, une paysanne pour 40 hectares. Sur une ferme du quotidien matériel de base, on peut imaginer un poste de travail pour 2,5 hectares. Ça nous fait, sur une ferme de 40 hectares, avec 8 hectares laissés aux sauvages et aux continuités écologiques, environ 12 postes de travail. On aura peut-être du mal à sortir un SMIC pour tout le monde, mais encore, c'est à voir. Je pense qu'il pourrait y avoir là aussi des surprises. Mais il devient possible d'installer l'autonomie de la production et l'autonomie du quotidien pour 12 paysans, paysannes et leurs familles. Ces fermes-là, grâce à l'habitat réversible et au côté léger des interventions agricoles et non agricoles, ce sont des fermes qui deviennent habitables et habitées si les gens le désirent. Il est également possible d'habiter au bourg d'à côté et de venir bosser à la ferme. Et donc, sur la ferme du quotidien matériel de base, on a 12 postes de travail. Le vivant dans le sol est le patron, il détermine la façon de travailler, les saisons rythment les travaux, les objectifs de production déterminent la quantité de travail à fournir, et les paysans, paysannes ne sont pas tenus par l'endettement. Ils et elles sont libres. Le métier doit être attractif et agréable. Le bon fonctionnement de la ferme suppose l'organisation, le partage du travail, la mise en place de l'autonomie de la production et le partage du quotidien matériel de base entre les travailleurs de la ferme et leurs familles, et un partage des excédents de production qui vont pouvoir faire un revenu financier. Oui, on a des fermes habitables et habitées si les gens en ont envie. Autant de points à inventer, à expérimenter. Sur notre territoire écologique expérimental de 300 hectares, on peut facilement imaginer une friche agro-industrielle rénovée pour tout ce qui est nourriture et une autre pour tout ce qui est low-tech et bâtiments réversibles. 2 friches industrielles et 300 hectares autour, comme à Tipashkos, avec le départ en retraite des agriculteurs voisins. Sur ce territoire expérimental, il y aura dans un premier temps 6 fermes céréalières meunières et 2 fermes en bovins extensifs, et donc 8 paysans, paysannes qui vont s'organiser. On pourra expérimenter différentes manières de passer de la ferme d'implantation à la ferme du QMB. À terme, on aura 8 fermes du QMB qui vont s'organiser et ça va te faire un groupe d'environ 100 personnes, 100 postes de travail qui devront approvisionner un minimum de 750 personnes. Est-ce que ce seront des emplois pénibles? Est-ce que la vie sur ces fermes-là sera harassante et pénible ou plaisante et pleine de sens? Quel sera le revenu financier complémentaire pour les travailleurs de la ferme? Est-ce que la production sera aussi importante que sur les fermes conventionnelles? Plus importante? Est-ce qu'elle sera, cette production, suffisante pour couvrir le besoin? À quoi ressemblera le quotidien des paysans et des habitants d'un territoire ainsi approvisionné? Peut-être que ça vaudrait le coup d'aller voir. En tout cas, sur ce territoire écologique expérimental, on a une production par aggradation du vivant dans les sols cultivés, une production qui va être à dépendance limitée à un machinisme maîtrisé et optimisé, toute une activité de conservation, transformation, distribution locale du nécessaire au quotidien matériel de base, et toute une activité de la gestion des excédents de production pour créer de la richesse financière. Et donc,
une organisation sociétale sur des bases un peu nouvelles d'abondance en ce qui concerne le quotidien matériel de base, de quasi-gratuité des productions, une fois passé le stade de l'investissement, qui va être lui aussi moindre, d'une qualité environnementale restaurée et d'une activité liée à la gestion de la production. Quelque chose d'un peu différent de ce qu'on nous propose globalement aujourd'hui, quelque chose de moins axé finance, de plus axé qualité, abondance du quotidien, avec une mention spéciale pour la qualité environnementale, qui est le premier pilier de cette qualité du quotidien. Entre l'achat du foncier, le matériel de culture et l'installation des ateliers meunerie mécanique, on est sur un budget d'investissement de 3 à 3,5 millions d'euros. Est-ce que cette expérimentation est possible avec un investissement citoyen direct? Est-ce que c'est possible avec un investissement citoyen direct et l'intervention de moyens publics? Est-ce qu'on a envie de découvrir à quoi ressemblerait le quotidien humain qui va avec? Eh ben, au niveau du collectif du coup de pouce, on a décidé de se réunir autour d'un objet commun qui est de favoriser un quotidien humain respectueux du vivant en participant à l'installation de fermes en agriculture écologique. C'est l'installation de l'agriculture écologique sur les modèles de fermes d'implantation qu'on a proposés, céréaliers, meuniers et bovins en extensif. Ces fermes peuvent ensuite évoluer vers des fermes plus polyvalentes. Il s'agira alors d'explorer le potentiel productif et le potentiel sociétal de la production du quotidien matériel de base par l'agriculture écologique à dépendance limitée au machinisme. Y aurait-il une place pour cette expérimentation collective et organisée? Voilà, voilà. Donc, prochain rendez-vous, le samedi 17 mai à 16 heures à Tipachcose à Glomel pour la visite des fermes, pour voir à quoi ça ressemble, des fermes naissantes d'implantation de l'agriculture écologique et éventuellement discuter un peu si on a des envies de fermes du quotidien matériel de base expérimental et de territoire écologique expérimental. Voilà, voilà, je vous remercie de votre attention.